Bonjour à tous, nous voici donc en train d'essayer de comprendre ce qu'a été Charles de Gaulle, pourquoi est-il l'un des personnages les plus connus et les plus admirés des Français, tout au moins pour le XXe siècle. Donc cette carte mentale se décompose en cinq parties, en cinq axes, avec le premier point sur évidemment ces années de formation. Alors ces années de formation, donc ces années de jeunesse, qui tournent autour d'abord de sa naissance, bien évidemment. Comme vous le voyez ici, il est né donc rue Princesse, vous le savez, le 22 décembre 1890. C'est la maison familiale, la maison de ses grands-parents. Aujourd'hui, c'est un musée que vous pouvez visiter par exemple le week-end. Euh, et puis, il est né donc dans une famille traditionnaliste, on va dire catholique, patriote, son père enseignant notamment l'histoire, une matière très importante. Alors, le voici donc bébé. Alors, je ne sais pas ce que ça apporte, mais c'est intéressant de le voir toujours petit, puisque nous le voyons toujours grand, grand par le personnage, évidemment historique, mais grand aussi par la taille. Donc, le voilà, donc quelques temps après sa naissance. Ce qui nous intéresse plus, c'est que par la suite, il sera donc écolier donc, en région parisienne, et à partir de 1908, il va donc intégrer l'école militaire de Saint-Cyr. Alors Saint-Cyr, voilà, c'est une école prestigieuse, une école qui va nommer des officiers, et donc il pense embrasser une carrière militaire, et croit qu'il jouera très petit déjà un rôle très important dans l'histoire de la France, l'histoire qui va s'écrire bientôt. Pendant la Première Guerre mondiale, nous le voyons donc ici, il est officier. Il est officier et ira se battre dans l'est de la France. Il sera fait donc prisonnier, laissé pour mort même à Douaumont, et il sera fait prisonnier et essaiera de s'évader au moins à 5 reprises. Bon, enfin, il ne sera véritablement libéré qu'à l'armistice, c'est-à-dire au 11 novembre 1918. Alors sa carrière par la suite, c'est une carrière de militaire qui l'amène donc à partir à l'étranger, notamment au Liban. Il prend de plus en plus de responsabilités, notamment dans l'écriture, franchit, on va dire, des échelons, et il commence à s'initier aux affaires de l'État, puisqu'en 1931, il devient secrétaire général, il est affecté au secrétariat général, donc à la Défense nationale à Paris. Il est nommé colonel en 1937 et se voit confier le commandement du 500e régiment de chars à Metz. Alors là, sa carrière prend déjà une autre envergure parce que il défend l'armée blindée, il défend cette arme que les officiers de l'état-major ne comprennent pas bien parce qu'ils sont encore ancrés dans une guerre, on va dire, de 14-18, alors que De Gaulle a bien compris que la prochaine guerre serait éventuellement une guerre de mouvement. Comme vous le voyez ici, il y a donc une petite vidéo, mais qui est au-dessus, donc on ne va pas la développer, hein, qui montre très bien cet état de fait avec le président de la République de l'époque qui s'appelle Albert Lebrun. Voilà. Quand la guerre éclate, eh bien c'est très simple. Le général de Gaulle, eh bien, est en Angleterre. Il est en Angleterre et c'est l'invasion, comme le voyons ici. Suite à cette invasion, le maréchal Pétain demande l'armistice. Nous sommes donc le 17 juin 1940. De Gaulle se trouve en Angleterre. Il a été chargé par l'ex-gouvernement de savoir de voir plutôt comment les Anglais pouvaient continuer le combat avec les Français dans une situation difficile d'invasion, d'exode. Et c'est là que le général de Gaulle apprend le 18 juin que le maréchal Pétain a demandé l'armistice. Donc ceci, il ne l'accepte pas, et comme vous voyez dans cette vidéo qui est au-dessus aussi, eh bien, le général de Gaulle eh bien, demande Depuis quelques jours, dans ce de journal, vous le poursuivre savez, les on a efforts, de évoqué avec poursuivre la vous guerre. le souvenir C'est de cet l'appel du appel du 18 18 juin. juin. La veille, le général de Gaulle était parti pour Londres, 17 juin 40. Et pour Bon, les je vous laisse regarder cette vidéo dessus, vous avez déjà travaillé, donc il n'y a pas de souci.
À partir de là, eh bien, il va y avoir donc le combat pour la libération du territoire. Et comme vous le voyez donc avec ce PowerPoint, eh bien, le général de Gaulle va s'opposer très clairement au maréchal Pétain. Il, euh, il crée donc les FFL, les Forces françaises libres en Angleterre. En France, sur le territoire intérieur, ce seront les FFI, les Forces françaises de l'intérieur. Forces françaises de l'intérieur qui doivent agir dans la clandestinité, puisque le territoire est découpé en zones occupées et en zones libres. Voilà, donc maintenant, ce que vous avez devant les yeux, ce sont les actions de la résistance, c'est la clandestinité, ce sont les attentats, les assassinats, c'est l'information auprès de la population, avec les risques que cela, évidemment, entraîne. Le champ des partisans, évidemment, est important, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le rôle, évidemment, de Jean Moulin, qui sera le missionnaire, celui qui sera chargé d'unifier tous ces mouvements de résistance et qui finira tragiquement torturé, assassiné par les SS. Enfin, nous arrivons donc après cette période trouble de la France pendant 4 années, où le général de Gaulle apparaîtra comme le chef des institutions républicaines. Nous arriverons le 25 août 1944 à ce que l'on appelle évidemment le discours de l'Hôtel de Ville. Alors j'avance un peu, vous le connaissez, c'est après la descente des Champs-Élysées. Le territoire n'est pas encore totalement libéré, Paris le sera. Le 25 août, il faut attendre pour Lille le 2 septembre. Donc j'avance un petit peu, vous le connaissez ce reportage. Il est au-dessus. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce discours, le général de Gaulle prend une ampleur considérable. L'homme politique est né, hein, incontestablement. Voilà. Donc se met en place ce qu'on appelle le gouvernement provisoire. Gouvernement provisoire, c'est le GPRF. Paris a retrouvé son héros, hein, et il va falloir donc entamer ce qu'on appelle la reconstruction. Voilà. Cependant, dans ce gouvernement provisoire, l'une des tâches est de rétablir au plus tôt les institutions républicaines définitives, et De Gaulle va s'opposer à une grande partie des membres de son gouvernement, ce dernier souhaitant des institutions où le pouvoir législatif sera renforcé par rapport au pouvoir exécutif. De Gaulle ne peut l'accepter et il démissionne en janvier 1946 et puis fera un dernier discours qu'on appelle le discours de Bayeux, que nous voyons ici. Alors voilà, hein, le discours de Bayeux, dans lequel il fait une sorte de testament politique, annonçant ce que devrait être la fonction présidentielle, avec un pouvoir exécutif renforcé. Donc 12 ans, comme vous le voyez ici, 1946-1958, où le général de Gaulle est en retrait de la vie politique, c'est sa traversée du désert. Et il faut attendre effectivement 1958, avec, nous l'avons étudié, hein, les événements de l'Algérie, hein, les manifestations donc, en Algérie avec les pieds noirs, pour que le seul recours, comme nous le voyons ici, soit le général de Gaulle. Donc de Gaulle qui est plébiscité, et de Gaulle qui accepte de revenir à la condition de quoi faire? Eh bien de renforcer le pouvoir exécutif. Et la nouvelle constitution qu'il propose aux Français, qui va dans ce sens, sera votée le 28 septembre 1958 par 80% des votants. C'est un véritable raz-de-marée. Alors à partir de là, donc nous avons l'homme de la Ve République de 1958 à 1969, comme vous le voyez ici. Voilà, donc il sera réélu en 1965 et puis devra subir cette crise importante de mai 1968, cette crise estudiantine dont il ressortira quand même peut-être grandi ou vainqueur et à la fois peut-être déçu et fatigué en même temps, puisqu'un an plus tard, il perdra un référendum que certains disaient déjà perdu d'avance, mais bon voilà. Donc en tout cas, c'est à cette date-là, donc en avril 1969, que le général de Gaulle démissionne. C'est la fin de l'homme public, il se retire et finira donc sa vie le 9 novembre 1970. Voilà, donc ce personnage qui a été non seulement l'homme de l'appel du 18 juin, celui qui ne renonçait pas, et puis l'homme de la Ve République. Un destin exceptionnel.